Noël est un jeune homme nerveux qui veut devenir le sourcier le plus fort du monde, mais il se retrouve avec la classe de soutien la plus faible qui soit, un parleur. Dans ce monde, il existe des phénomènes appelés abysses qui sont liés aux profondeurs de l'enfer. En ce jour maudit, le matchmaking est tombé en panne et le village de Noël a été attaqué par des démons de niveau 12. Le grand-père de Noël est le seul du village à avoir les compétences nécessaires pour se battre contre les démons. Il prend donc sa hache et dit à Noël de rester caché pendant qu'il repousse les démons jusqu'à l'arrivée des secours. Cependant, Noël sait qu'il n'y a aucune chance que les secours arrivent dans une telle situation, et que se battre seul contre tous ces démons est une condamnation à mort. Il ne croit pas que son grand-père puisse revenir vivant d'un tel combat, mais ce dernier lui assure qu'il peut y faire face. Après tout, il a déjà vaincu un démon de niveau 13, et les gens ne l'appellent pas Overdeath, au-dessus de la mort, pour rien. Après cela, il est allé affronter les démons, et même s'il s'est bien battu et a éliminé un grand nombre de démons, son grand-père a été tellement cuit que ses jambes se trouvent dans un autre fuseau horaire. Noël se précipite à ses côtés et grand-père s'excuse de ne pas avoir été assez fort pour survivre comme il l'avait promis, mais il n'avait pas le choix s'il voulait protéger le village. C'est le destin auquel tous les sourciers sont condamnés à cause de la vie de combat à laquelle ils se sont consacrés. Grand-père demande à Noël s'il va suivre ses traces, même après avoir été témoin des dangers du métier. Les larmes aux yeux, Noël déclare qu'il deviendra le sourcier le plus puissant du monde et promet de perpétuer l'héritage de son grand-père. Nous nous retrouvons alors dans le présent, où Noël a tenu sa promesse et est devenu un sourcier, suivant les traces de son grand-père. Bien qu'il donne des ordres à ses coéquipiers, il est loin d'être le plus fort de l'équipe, puisqu'il possède la classe de soutien la plus faible, le parleur. Les monstres que l'équipe de Noël a combattus sont des vampires mineurs. Ils ne peuvent pas utiliser la magie, mais ils sont difficiles à combattre car la reine des vampires peut se reproduire en peu de temps et donner naissance à une nouvelle armée. Noël avertit les membres de son groupe de ne pas baisser leur garde, car les vampires mineurs sont encore incroyablement forts et peuvent continuer à se battre même s'ils sont gravement blessés, ce qui signifie que chacun d'entre eux doit être doublement sollicité. Le groupe poursuit sa route dans le donjon, et Walter demande à Noël s'ils peuvent ignorer tous les petits vampires et se diriger directement vers la reine afin de terminer la mission rapidement. Noël lui répond que c'est une idée stupide, car ils se retrouveraient encerclés par les vampires mineurs pendant qu'ils combattent la reine. Cette mission est déjà assez difficile pour un groupe de rancés comme le leur, alors foncer sans réfléchir les ferait sûrement tuer. Walter reçoit le message mais dit sarcastiquement qu'il n'écoute que Noël parce qu'il est le parleur important du groupe. En tant que parleur, Noël est capable d'améliorer les membres de son groupe avec des mots d'encouragement, mais sa force personnelle est bien en dessous de la moyenne, et cela le frustre vraiment. Noël se retourne, s'apprêtant à retirer la confiance en soi de Walter, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il remarque un petit vampire qui campe au plafond, préparant manifestement quelque chose, et il ordonne à son équipe de se mettre à l'abri. À ce moment-là, le vampire libère un nuage empoisonné et Noël se retrouve en plein milieu. Les autres voient que Noël est en danger et veulent se précipiter pour le sauver, mais avant qu'ils ne puissent agir, ils sont attaqués par le vampire et Tanya est assommée. Walter et Lloyd tentent d'arrêter le démon, mais sans les bonus de Noël, ils sont beaucoup plus faibles qu'avant, alors Walter supplie Noël de se ressaisir et de leur donner des ordres. Noël l'entend et a un flashback du jour où son grand-père est mort, il se jure de ne laisser personne d'autre mourir. Il sort un pistolet et tire plusieurs fois sur le démon, tout en buvant une potion de santé pour se remettre du poison. Il n'a peut-être pas la même force que son grand-père, mais cela ne veut pas dire qu'il est complètement inutile, et il compte bien montrer à quel point un parleur peut être important. Il active sa compétence Talker Tacticien, et désormais, lorsqu'il donne des ordres à ses coéquipiers, leurs capacités sont augmentées de 25%. Il utilise ensuite sa compétence Voix de combat, ce qui augmente l'endurance et le mana de son équipe. Avec l'aide de Noël, l'équipe est maintenant capable de tenir bon, mais au-dessus d'eux, Tanya aperçoit 3 autres démons, et elle commence à paniquer, alors Noël utilise l'une de ses compétences pour la calmer. Si tout se passe comme prévu, Noël prédit que l'équipe devrait être en mesure d'achever les monstres en 74 secondes. Il dit donc aux autres qu'il s'occupera du reste des petits vampires et qu'ils doivent se concentrer sur l'élimination de la reine et se préparer à utiliser leurs attaques les plus puissantes. Alors que les petits vampires attaquent Noël, il utilise une technique de parole et leur crie dessus, ce qui les fige sur place. Une fois qu'ils sont incapables de bouger, il utilise son pistolet magique pour tirer une balle de glace et les enfermer dans un bloc de glace. Malheureusement, l'un des petits vampires parvient à esquiver l'attaque, mais Noël a encore une balle dans la chambre, et il a donc la possibilité de congeler le dernier petit vampire pour se sauver. Cependant, il décide de tirer la balle sur la reine pour la distraire et permettre à ses coéquipiers de s'échapper. Grâce à cela, Walter et Lloyd sont en mesure de frapper la reine avec leurs coups ultimes et de la battre. Mais lorsque Tanya se tourne vers Noël pour célébrer leur victoire, elle est horrifiée de le voir se faire poignarder par le petit vampire. Heureusement, il s'avère que Noël n'a pas vraiment été poignardé, car il avait tout calculé pour assurer sa survie.
Il savait qu'une fois la reine vaincue, tous les petits vampires cesseraient naturellement de bouger, et il a eu juste le temps d'éviter d'être tué. L'équipe réussit donc à sortir du donjon et le gouffre qui l'entoure se dissipe. Les coéquipiers de Noël viennent le voir, et bien qu'ils sachent qu'il a tout planifié avec soin, ils le réprimandent quand même pour avoir mis sa vie en danger de cette façon. Noël repense au jour où il a appris qu'il était un talcaire. Il pleurait à chaudes larmes parce qu'il voulait être un guerrier comme son grand-père, mais ce dernier lui a dit de ne pas s'inquiéter. Quelle que soit sa classe, son grand-père était persuadé que Noël deviendrait le sorcier le plus fort du monde, car il sentait en lui un talent incroyable. Depuis ce jour, Noël ne se laisse pas décourager par sa classe de soutien et reste déterminé à devenir le sorcier le plus fort du monde, même s'il n'est qu'un parleur. Une fois leur mission terminée, le groupe retourne à Etria, la capitale de l'Empire de Velan, pour faire part de son succès. L'Empire est plus vulnérable aux attaques des abysses que les autres nations. Pour lutter contre cela, l'Empire a développé une technologie magique en utilisant des matériaux qu'il a acquis auprès des démons. Les matériaux utilisés pour développer cette technologie ne peuvent être obtenus qu'avec l'aide des sorciers, qui sont donc admirés par le public pour leur contribution à la société. Noël est devenu officiellement un sorcier à l'âge de 15 ans. Il a donc déménagé dans la capitale et s'est trouvé des compagnons car il ne pouvait pas se battre seul en tant que sorcier. Walter est le guerrier du groupe, Tanya est la guérisseuse et Lloyd est l'épéiste. Noël aimerait bien avoir un éclaireur en plus, mais dans l'ensemble, leur équipe est assez équilibrée. Walter remarque que Noël est très silencieux pour une raison quelconque et lui demande si quelque chose ne va pas. Le groupe a reçu une récompense de 5 millions de fils pour avoir accompli la quête, alors Walter demande si Noël est contrarié qu'il n'ait pas négocié pour plus d'argent. Il dit alors à Noël qu'un sorcier ne devrait pas se préoccuper autant de l'argent, et que son grand-père aurait probablement dit la même chose. Au contraire, la première leçon que grand-père a donnée à Noël est que, quoi qu'il fasse, il a intérêt à être payé au prix fort, parce qu'il ne peut pas risquer sa vie pour rentrer chez lui sans un sou à la fin de la journée. Cela dit, Noël voulait absolument une meilleure récompense, et il se fiche éperdument de ce que pense Walter, mais il laissera tomber pour une fois. Tanya dit à Walter d'arrêter d'ennuyer Noël, mais il insiste toujours sur le fait que Noël devrait lui montrer plus de respect puisqu'il a 2 ans de plus que lui. Noël rétorque que l'âge ne signifie rien chez les sorciers, car la seule chose qui vous fait respecter est votre force, et Noël commence à se demander si Walter est vraiment assez compétent pour être respecté. Walter explose et hurle que Noël est le seul incompétent ici, car il ne fait que donner des ordres depuis l'arrière, tandis que les autres risquent leur vie sur la ligne de front. Cependant, Noël pensait avoir une bonne dynamique avec l'équipe, mais il se rend compte qu'ils le considèrent tous comme un fardeau, malgré tout ce qu'il fait pour eux. Mais avant d'en arriver là, il insulte Walter une fois de plus et s'apprête à se battre avec lui. Mais Lloyd intervient et les sépare avant qu'il ne se passe quelque chose de grave. Il change ensuite de sujet et suggère qu'il en reste là et qu'ils commencent à partager leurs récompenses. Un peu plus tard, ils sont tous assis près de la fontaine et Tanya est déçue du peu qu'elle a reçu après une mission aussi difficile. Lloyd explique qu'après tous les frais d'équipement et les taxes qu'ils ont dû payer, il ne restait qu'1 million de fils et que chaque membre de l'équipe n'a donc reçu que 250 000. Il reconnaît que c'est frustrant, mais les fonds de leur groupe augmentent régulièrement et il est sûr qu'ils gagneront plus d'argent la prochaine fois qu'ils auront une mission importante comme celle-ci. Noël fait remarquer qu'il n'y aura pas de prochaine fois, car ils n'obtiennent presque jamais de grandes missions. Les clans obtiennent tous les abysses les plus médiatisés, et même lorsqu'ils obtiennent des missions, ils sont obligés de payer une pénalité s'ils ne parviennent pas à s'en débarrasser par eux-mêmes, ce qui n'est pas viable. Ceci mis à part, Noël demande à Lloyd combien d'argent leur groupe a sur son compte commun. Lloyd lui répond qu'ils ont économisé 12,8 millions, et Noël suggère donc que l'équipe investisse cet argent dans la formation de son propre clan. Tout le monde est choqué qu'il suggère une telle chose, et Lloyd essaie d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le faire, principalement parce qu'ils seraient obligés de payer 20 millions au pays pour en créer un, et qu'ils n'ont pas autant d'argent. Cependant, Noël ne se laisse pas décourager et se dit prêt à utiliser 7,2 millions de son argent personnel pour combler la différence. Il sait que c'est une décision coûteuse, mais il assure à tout le monde qu'à long terme, ils gagneront beaucoup plus d'argent puisqu'ils ne seront plus limités aux quêtes restantes. Lloyd fait ensuite remarquer qu'ils devront acquérir une base d'opération dans la capitale et que les prix des loyers sont aujourd'hui exorbitants. Cependant, Noël s'est déjà occupé de cette question et a trouvé un bâtiment bon marché à louer pour leur équipe. Tanya intervient et mentionne qu'ils sont tous des débutants de Rancé et qu'ils ne pourraient donc pas gérer un clan, mais Noël ne pense pas que ce soit une bonne excuse pour éviter de former un clan. S'ils ne franchissent pas le pas maintenant, ils ne seront jamais prêts à diriger un clan par eux-mêmes. Noël a étudié la gestion d'un clan, il connaît donc toutes les procédures à suivre. La seule chose qu'il n'a pas, c'est l'expérience, et la seule façon d'acquérir de l'expérience dans un clan, c'est d'en fonder un, alors même si c'est difficile, il n'y a pas d'autre solution. Noël a raison, mais Lloyd reste persuadé qu'ils n'obtiendront pas de bons postes car ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient dignes de confiance. C'est là que Lloyd se trompe.
Noël garantit qu'ils obtiendront un tas de bons emplois, et cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient dignes de confiance, ils obtiendront des emplois parce qu'ils sont sexy. Le pays veut plus de sourciers, et un grand sourcier est considéré à la fois comme un héros et une idole, alors le pays les traitera naturellement mieux parce qu'ils sont beaux. Tanya ne pense pas que ce soit une bonne idée, car ils se vendraient pratiquement eux-mêmes, mais Walter est déjà convaincu par l'idée, car il en a assez de la vie médiocre qu'il mène. Il veut connaître la gloire et la richesse, et rien de ce que Tanya peut dire ne pourra l'en dissuader. Walter et Noël étant d'accord sur ce point, Noël demande à Lloyd son avis en tant que leader du groupe. Si Lloyd refuse, Noël est prêt à quitter le groupe et à prendre sa part des économies pour former un clan avec quelqu'un d'autre. Il rêve de devenir le sourcier le plus fort, et il ne laissera rien se mettre en travers de son chemin. Lloyd a le regard sombre, car il n'a d'autre choix que d'accepter les exigences de Noël. Cependant, il propose qu'ils discutent des détails de la formation du clan après-demain. Walter est d'accord et Noël est content d'avoir réussi à rallier Tanya et Lloyd à son idée, il part donc se reposer pour la nuit. Cependant, plus tard dans la journée, Walter arrive en courant vers Noël avec une terrible nouvelle. Il vient de découvrir que Lloyd et Tanya les ont trahis et ont disparu avec tout l'argent. Après avoir lu la lettre, Noël confirme ce qui s'est passé. Lloyd a investi tout son argent dans des NFT il y a quelques années, et maintenant qu'il est très endetté, il a détourné l'argent du groupe pour le rembourser et a fui la capitale avant d'être découvert. Noël trouve tout cela très drôle, car Lloyd a toujours défendu l'image d'une personne noble et chevaleresque. Mais pour en venir aux choses sérieuses, Noël demande à Walter où et quand il a trouvé cette lettre. Walter explique qu'il a entendu parler d'un très bon travail hier soir, et qu'il s'est donc rendu dans la chambre de Lloyd à la première heure pour lui en parler. Mais quand il est arrivé, Lloyd avait déjà vidé sa chambre, et c'est alors que l'aubergiste lui a montré la lettre. Selon l'aubergiste, Lloyd et Tanya ont quitté l'auberge vers 20h hier soir, juste avant la fermeture des portes de la ville. Dans des circonstances normales, ni Noël ni Walter n'auraient été mis au courant avant le lendemain après-midi, et Lloyd essayait donc de gagner le plus de temps possible avant de s'enfuir. Il est 9h30 du matin, alors même s'ils l'ont découvert plus tôt que Lloyd ne l'espérait, cela fait tout de même plus d'une demi-journée, et Tanya et lui doivent avoir parcouru une distance considérable. Cependant, les portes doivent avoir des traces de la direction qu'ils ont prise, et ils sont probablement partis à pied, de sorte que Noël et Walter devraient être en mesure de les rattraper s'ils prennent un cheval. Walter est impatient de partir, mais Noël lui rappelle qu'il ne s'agit pas simplement de les poursuivre et de récupérer l'argent. Ces deux-là ont choisi d'abandonner leur groupe, et c'est une véritable trahison, alors dans le pire des cas, s'ils les rattrapent et les affrontent, ce sera un combat à mort. Et même s'ils battent Lloyd et Tanya, ce sera une perte de temps car Lloyd a déjà dépensé tout leur argent. Mais cela ne veut pas dire que Noël va les laisser s'en tirer sans souffrir pour ce qu'ils ont fait. Après s'être habillés, Noël emmène Walter à la taverne locale, mais Walter ne comprend pas pourquoi ils sont là. Noël ne veut pas perdre de temps à expliquer le plan à Walter, puisqu'il est de toute façon trop bête pour le comprendre, alors il lui dit simplement de le suivre. Noël se rend à l'intérieur et attire immédiatement l'attention de tout le monde dans la taverne. Il leur dit que 2 membres de son groupe ont volé l'argent de son groupe et se sont échappés de la capitale, et qu'il est prêt à payer 2 millions de fils à quiconque les ramènera vivants. Walter commence à paniquer et demande à Noël pourquoi il a annoncé leur situation à toute la taverne, mais Noël répond qu'il recherche une personne en particulier et qu'il a fait cela pour gagner du temps. Le premier groupe à accepter la mission de Noël est le groupe Lightning Beat, et Noël donne au chef toutes les informations qu'il possède sur l'évasion de Lloyd et Tanya. Peu après, plusieurs autres groupes décident d'accepter la mission, mais Noël n'a toujours pas trouvé la personne qu'il cherchait. Soudain, un homme à l'allure louche s'approche de Noël au sujet de son offre d'emploi, et cet homme semble savoir quelque chose, ce que Noël attendait. Ils sortent pour discuter et l'homme explique qu'il a vu un couple quitter la ville hier et qu'il correspond parfaitement à la description de Noël. Il est sûr de savoir où ils vont. Le seul problème est que le groupe de l'homme n'est pas assez fort pour vaincre Lloyd et Tanya seuls. Noël propose donc son aide, mais il ne paiera qu'1 million à l'homme en échange. L'homme tente d'obtenir 2 millions, mais Noël a déjà lu en lui un livre, et il sait que l'homme est trop fauché pour refuser 1 million. Noël lui demande alors de préparer son groupe et de le rejoindre à la porte sud. Il demande également à Walter de l'attendre là-bas, car Noël a quelque chose à faire avant. Un peu plus tard, Noël a terminé ses préparatifs et retrouve tout le monde à la porte d'entrée. Walter a quelque chose à dire à Noël, il veut savoir si Noël sera d'accord pour se battre contre Lloyd et Tanya, mais Noël n'a aucune réserve et les tuera volontiers sans la moindre pitié. Walter ne peut pas croire que Noël ne ressente rien après qu'ils aient été partenaires pendant si longtemps, mais depuis le jour où ils se sont rencontrés, Noël avait déjà élaboré des plans d'urgence pour les abattre s'ils le trahissaient. Il a même un plan pour éliminer Walter, ce qui prouve qu'il n'a jamais fait confiance à aucun d'entre eux, et Walter pourrait bien se montrer moins confiant à l'avenir. Plus tard dans la journée, dans un village isolé, Lloyd et Tanya se promènent et Lloyd lui assure qu'ils sont en sécurité pour l'instant et qu'ils pourront se reposer tranquillement ce soir.
Il est sûr que Noël ne sera jamais assez mesquin pour s'en prendre à eux puisque l'argent a déjà été dépensé. Mais Lloyd a gravement sous-estimé l'attitude de Noël, car il apparaît derrière eux avec une escouade complète de personnes prêtes à les capturer. Lloyd est sur le point de dégainer son épée pour se battre, mais Noël utilise sa capacité pour lui dire de ne pas bouger, et lui et Tanya sont assommés sur place. Maintenant que Lloyd n'a plus d'endroit où fuir, Walter commence à lui crier dessus pour sa trahison. Il sait que Lloyd a déjà dépensé toutes les économies du groupe, mais l'argent qu'ils ont reçu pour la chasse aux vampires doit toujours être en sa possession, n'est-ce pas? Lloyd nie avoir l'argent et dit qu'il l'a aussi utilisé. Noël lui demande alors s'il l'a dépensé pour une autre affaire ratée de la NFT, mais Lloyd admet qu'il a utilisé l'argent pour rembourser ses dettes. La façon dont Lloyd répond donne à Noël toutes les informations dont il a besoin, et il réalise maintenant que Lloyd est un joueur en série. Il a dû jouer tellement qu'il a eu des ennuis avec des agents de recouvrement, mais Noël veut l'entendre de la bouche de Lloyd. Lloyd est sur le point de s'excuser à nouveau, mais Walter lui coupe la parole et lui reproche d'avoir gaspillé au jeu tout l'argent qu'ils avaient économisé au prix d'un dur labeur. Lloyd renonce à faire l'innocent et dit à Walter que c'est lui la vraie victime. Il ne voulait pas toucher à l'argent du groupe, mais le jeu était tellement amusant, et en plus, c'était de leur faute s'ils avaient laissé la responsabilité de diriger sur ses épaules. À ce stade, Noël a entendu assez d'absurdité, il donne un coup de pied au visage de Lloyd et commence à le piétiner pour avoir cru qu'il pouvait s'en tirer avec un tel rejet de la responsabilité sur les autres. C'est Lloyd qui a dit qu'il voulait devenir le chef, tout cela pour financer sa dépendance au jeu. En peu de temps, Lloyd a été battu jusqu'au sang et il implore le pardon, mais Noël n'a jamais entendu parler d'un tel mot, et il se fera un plaisir de battre Lloyd 1000 fois jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Tanya prend la parole et supplie Noël d'épargner Lloyd, ce à quoi Noël répond par l'affirmative, mais seulement si elle accepte de se faire battre à sa place. Noël est un fervent défenseur de l'égalité des sexes, il n'a donc aucun problème à la frapper si c'est ce qu'elle veut vraiment. Il utilise son pouvoir pour la contraindre à avouer son implication, et une fois qu'elle est obligée de dire la vérité, elle admet qu'elle a joué l'argent du groupe avec Lloyd, et qu'en fait, elle est encore plus accro au jeu que Lloyd. Le mouvement que Noël vient d'utiliser oblige la cible à révéler la vérité absolue quoi qu'il arrive, mais seulement pendant un court laps de temps. Une fois que Tanya a repris ses esprits, elle hurle à Noël d'avoir osé utiliser le contrôle mental sur elle, car c'est contraire à la loi impériale. Noël lui répond sèchement qu'elle a raison de dire qu'il est illégal d'utiliser le contrôle mental pour des raisons personnelles, mais que pour l'instant, c'est elle la criminelle, et que l'utilisation du contrôle mental par Noël est considérée comme un interrogatoire et est donc parfaitement légale. Maintenant que Noël a fini de parler au traître, l'homme demande à Noël de le payer, et Noël accepte de le faire mais dit qu'il a besoin d'une minute d'abord. L'homme n'aime pas qu'on lui dise d'attendre, alors il attrape Noël et l'accuse d'essayer de leur soutirer l'argent. Mais Noël entraîne l'homme sur le sol et lui assure qu'il sera payé pour son travail et qu'il n'a qu'à se taire et à attendre. L'homme est furieux, il sort son couteau et s'apprête à attaquer Noël, mais menacer Noël est la pire erreur qu'il aurait pu faire, car Noël l'assomme immédiatement d'un coup de poing à la poitrine. Noël a appris cette technique de son grand-père en l'expérimentant directement. Il s'agit d'un coup puissant porté directement dans la zone située au-dessus du cœur et qui peut temporairement paralyser les muscles cardiaques, provoquant l'évanouissement des sourciers les plus expérimentés s'il est exécuté correctement. Le grand-père de Noël voulait qu'il apprenne cette technique car, en tant que bavard, il ne peut pas se protéger lui-même, ce qui lui donnerait au moins une certaine capacité offensive. Les coéquipiers de l'homme traînent son corps inconscient hors de la route, et peu après, un ami de Noël arrive dans une calèche de luxe. L'homme est un infâme marchand d'esclaves, Finocchio Barzini, et il semble être en bon terme avec Noël. C'est le chef de la famille Barzini, et Noël le connaît pour être assez excentrique et zélé, mais il est le seul à pouvoir l'aider, alors il doit le contacter. Si ce n'était pas encore évident, Noël a l'intention de vendre Lloyd et Tanya à Finocchio comme esclaves pour récupérer l'argent qu'ils lui ont volé. Tanya proteste, mais Noël lui rappelle qu'il peut toujours la dénoncer à la police, et qu'une peine de prison signifie qu'elle sera envoyée dans les mines. Et laissez-moi vous dire que les mines ne sont pas une partie de plaisir. Ils ont beaucoup plus de chances de survivre s'ils deviennent des esclaves, avec un peu de chance, s'ils sont achetés par un maître bienveillant. Cela dit, Noël demande à Finocchio de commencer à évaluer les deux à vendre, mais lorsqu'il a terminé, Finocchio ne propose de les acheter que pour 6 millions. Noël dit que ce n'est pas assez, et Finocchio s'excuse, disant que c'est un mauvais moment pour lui, et qu'il ne peut pas offrir plus que cela. L'église de Sainte-Croix est sur le point de décréter que tout le monde doit faire vœu de pauvreté, donc si Finocchio offrait le prix fort pour Lloyd et Tanya, cela attirerait trop l'attention, et il aimerait éviter cela. Noël n'avait pas réalisé que l'Église avait autant d'influence sur une famille aussi puissante que la famille Barzini, mais cela n'a pas d'importance. Il dit qu'il acceptera 11 millions comme paiement, et il faut un certain temps à Finocchio pour s'en rendre compte, mais lorsqu'il s'en rend compte, il commence à crier que Noël essaie d'obtenir 5 millions de plus. À cause de ces cris incessants, Noël continue d'augmenter le prix jusqu'à ce qu'il finisse par demander 15 millions alors que Finocchio n'en avait offert que 6 au départ. Finocchio commence à s'énerver,
mais Noël lui dit que s'il achète les deux pour 15 millions, il dira à tout le monde que Finocchio n'a payé que 15 millions à la place. Le décret de l'Église signifie simplement que Finocchio ne peut pas acheter des choses trop chères, mais s'il prétend que Lloyd et Tanya valent vraiment la peine, les gens feront la queue pour les acheter uniquement parce qu'ils sont chers. Si Finocchio joue bien ses cartes, il pourra même les vendre jusqu'à 90 millions. Finocchio est impressionné par la ruse de Noël et lui propose de prendre la tête de sa famille, mais Noël refuse. Finocchio comprend, et il est d'accord avec le marché, mais avant de finaliser les choses, il va voir le gars dépenaillé de son groupe pour l'avertir de ne pas dire un mot de tout cela, à moins qu'il ne veuille mourir d'une mort douloureuse. Sur ce, il remet à Noël un acompte pour les deux esclaves et commence à les emmener. Tanya supplie Noël de ne pas faire cela, mais une fois encore, le pardon n'existe pas dans son dictionnaire. Elle se tourne alors vers Walter et lui demande de faire quelque chose. Elle sait que Walter a le béguin pour elle s'attend donc à ce qu'il la sauve, mais Walter refuse. Elle commence alors à le réprimander avec toutes les insultes qu'elle peut trouver, et le regard de Walter est impayable car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse lui dire de telles choses. Maintenant que le marché est conclu, Noël donne à l'homme son paiement d'1 million et s'en va avec Walter. Après cet incident, Walter s'interroge sur ses choix de vie et envisage sérieusement de démissionner de son poste de sourcier, mais Noël lui dit que ce n'est pas de sa faute. Dans ce métier, vous allez rencontrer beaucoup de gens, et beaucoup d'entre eux seront des traîtres. Walter n'est peut-être pas très fort mentalement et il est peut-être un peu bête, mais Noël croit qu'il est un guerrier doué, alors il veut continuer à se battre à ses côtés et reconstruire leur groupe ensemble. Cependant, Walter ne peut se résoudre à accepter et refuse de vivre la vie d'un sourcier après ce qui vient de se passer. Noël comprend et accepte les souhaits de Walter. Alors que Walter quitte la ville, Noël lui souhaite bonne chance pour la suite et lui fait ses adieux, mais Noël, lui, n'a pas encore abandonné son rêve. Il est déçu que son groupe ait été dissous, mais il refuse que cela l'empêche de devenir le plus fort. Il a donc l'intention de reconstruire le groupe Blue Beyond et de le rendre plus fort que jamais. Noël publie un avis de recherche de nouveaux membres pour le groupe, mais pendant qu'il attend que les gens se présentent, Wolf ne cesse de le harceler. Il dit à Noël que personne ne se présentera parce que toutes les personnes qui sont assez compétentes pour répondre aux exigences de Noël sont déjà dans un groupe, et il n'a pas tort, mais Noël lui dit de s'occuper de ses affaires. Wolf continue de parler et dit à Noël qu'il aimerait bien qu'il rejoigne Lightning Beat. Noël y réfléchit un instant et Lightning Beat est certainement un bon choix pour un groupe avec tous ses membres compétents, Wolf l'épéiste et Lisha l'archer, ainsi que d'autres membres forts. Dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise proposition et Wolf rappelle à Noël qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent s'il rejoignait son groupe. Cependant, Lisha et les autres membres de Lightning Beat disent à Wolf qu'il ne devrait pas être aussi pressant sur ce genre de choses. À la surprise générale, Noël dit à Wolf qu'il accepte de rejoindre Lightning Beat, mais seulement à la condition qu'il devienne le nouveau chef du groupe. Les autres membres du groupe ne semblent pas s'opposer à ce que Noël devienne leur nouveau chef, et Wolf n'arrive pas à croire qu'ils aient tous accepté si facilement. Mais le choix leur semble facile, car Noël est certainement beaucoup plus intelligent que Wolf. Wolf admet que Noël est peut-être plus intelligent que lui, mais il est toujours celui qui a fondé Lightning Beat, et il n'est donc pas prêt de céder sa place à Noël. À ce moment-là, une fille apparaît derrière tout le monde, et ils sont tous surpris car aucun d'entre eux n'a pu la sentir venir, pas même Lisha, et elle a des oreilles d'elfe. La mystérieuse jeune fille se présente sous le nom d'Alma et dit qu'elle est ici pour demander à rejoindre le groupe de Noël, qui s'assoit donc avec elle et commence l'entretien. Tout d'abord, il lui demande si elle est mineure, car il ne veut pas avoir de problème avec l'Empire, mais heureusement, Alma a 21 ans, donc elle est assez âgée pour devenir sourcier. Après cela, les membres de Lightning Beat commencent à lui poser toutes sortes de questions personnelles, comme ses loisirs et ses livres préférés, mais ce que Noël veut vraiment savoir, c'est son travail et son rang. Alma répond en disant qu'elle est éclaireuse de rang C. Noël pense que c'est un coup de chance, car cela fait un moment qu'il cherche une bonne éclaireuse. Mais avant de l'accepter, il a une dernière question et lui demande pourquoi elle veut devenir sourcier. Alma l'informe qu'elle n'est pas vraiment intéressée par la carrière de sourcier, mais qu'elle est simplement venue voir Noël, le petit-fils de Verdette. Noël est surpris qu'Alma connaisse son grand-père, mais elle précise qu'elle n'a jamais rencontré Overdette. Cependant, son grand-père s'est battu contre le grand-père de Noël il y a plusieurs années, et cela lui a coûté son bras droit. Noël s'énerve car il pense qu'Alma est ici pour se venger de son grand-père, mais Alma le nie, car elle n'est pas intéressée par les rancunes intergénérationnelles. Elle voulait juste savoir à quoi ressemblait le petit-fils d'un héros légendaire comme Overdette. Son grand-père est mort de toute façon, alors ce n'est pas comme si cela avait de l'importance qu'elle se venge ou non. Noël, curieux, lui demande qui était son grand-père et Alma lui répond qu'il s'appelait Alcor. Tout le bar devient silencieux à la mention de ce nom, car Alcor est célèbre pour être à la tête de la société des assassins. Il tuait n'importe quelle cible à la demande d'un client, à condition d'être suffisamment rémunéré, ce qui lui valait la réputation d'être l'assassin le plus fort.
L'un des habitués du bar s'offusque qu'Alma prétende être apparentée à un homme aussi légendaire qu'Alcor, et il ne croit pas un mot de ce qu'elle a dit, alors il l'interpelle. Wolf demande à l'habitué de se calmer, mais il est déjà excité, et il dit à Alma qu'il y a une règle tacite parmi les sourciers, vous devez aller dans le bon bar pour votre rang, sinon vous serez battu par les habitués du bar. Alma n'a jamais entendu parler d'une telle règle, probablement parce que Logan est le seul à la respecter, car il aime avoir l'occasion de tabasser les gens. Cependant, elle interrompt le discours de Logan et dit qu'elle a une question à poser à Noël. Elle veut savoir ce qui détermine le rang d'un sourcier, et Noël lui répond. Votre rang est généralement déterminé par le type d'emploi que vous occupez ou par les compétences dont vous faites preuve. Alma comprend maintenant, et si elle veut prouver qu'elle est assez forte pour être ici, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'abattre Logan. Logan est furieux qu'elle pense qu'elle peut le battre, alors il essaie de la frapper, mais elle disparaît sous ses yeux, et en quelques secondes, Logan est assommé. Après ce qu'il vient de voir, Noël saute sur l'occasion et engage Alma immédiatement. Mais Alma a maintenant faim à cause de toute l'énergie qu'elle a gaspillée à battre Logan. Alors Noël l'emmène dehors et lui achète une collation. Alma est stupéfaite par la saveur de la brioche, et Noël trouve cela étrange car elle ne devrait pas être aussi excitée par des brioches ordinaires, mais elle n'a jamais eu l'occasion de manger quelque chose d'aussi bon que cela lorsqu'elle vivait dans les montagnes. En entendant qu'elle a passé toute sa vie dans les montagnes, Noël croit plus facilement qu'elle est vraiment la petite fille d'Alcor. Alma est un peu contrariée que Noël ne l'ait pas cru jusqu'à présent, mais elle l'a quand même cru quand il a dit qu'il était le petit-fils d'Overdette. Son grand-père l'avait prévenu de ne jamais combattre Overdette sous aucun prétexte, car l'homme n'hésiterait pas à tricher de toutes les manières nécessaires pour gagner, et quand elle regarde Noël, ses yeux lui donnent l'impression qu'il ferait la même chose. Noël lui demande si elle a passé son temps dans les montagnes à s'entraîner pour devenir un assassin, ce qu'Alma confirme. Elle doit passer du rang d'éclaireur à celui d'assassin, et bien qu'elle ne l'ait pas encore fait, elle remplit les conditions pour être classée comme éclaireur de rang B. Si c'est le cas, Noël demande pourquoi elle n'a pas encore rejoint la Société des Assassins. Puisqu'elle est plus que qualifiée, et Alma avait l'intention de le faire, mais lorsqu'elle a passé l'examen d'entrée, il y a eu un petit incident. On lui a demandé de combattre un de leurs assassins, mais elle a été déçue parce que son adversaire n'était pas aussi fort qu'elle espérait. Le gars était vexé qu'elle ait traité de faible, alors quand le match a commencé, il a attaqué de toutes ses forces, mais après toutes ses belles paroles, il a raté tous ses coups et a fini au sol. Alma a alors pointé un couteau sur sa tête, et le gars a commencé à plaider pour sa vie, puisque ce n'était qu'un examen et qu'il n'était pas permis de tuer. C'était peut-être le règlement, mais Alma s'en moquait, car son grand-père lui avait appris que seuls les forts pouvaient survivre, et que tous les faibles devaient mourir. Juste avant de poignarder le gars, sa lame se coince et elle est obligée de reculer parce que Simon, le nouveau chef de la Société des Assassins, a refusé qu'elle tue l'un des siens. Après cela, Alma a été rejetée de la Société des Assassins pour des raisons évidentes. La société approuvait ses compétences, mais ne pouvait pas l'autoriser à la rejoindre à cause de ses tendances meurtrières, car il ne voulait pas avoir affaire à elle. Apparemment, la Société des Assassins est en train d'être officiellement reconnue comme une organisation par la famille royale, ce qui signifie qu'elle se concentrera principalement sur le travail d'espionnage plutôt que sur les assassinats, et qu'elle doit garder un casier vierge pour y parvenir. Il faut une seconde à Noël pour réaliser qu'Alma vient de partager un secret national avec lui, et il craint que la société n'envoie des assassins pour le faire taire à cause de cela. Cependant, Noël pense que ce n'est pas grave puisqu'elle peut probablement le protéger si cela devait arriver, même si cela ne le rassure pas. Il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant. Alors le lendemain, Noël et Alma se rendent dans la forêt pour s'entraîner au travail d'équipe. Noël demande à Alma si elle sait quelque chose sur les parleurs comme lui, mais elle n'a pas vraiment étudié le sujet, et tout ce qu'elle sait, c'est qu'ils ont de faibles aptitudes au combat, mais qu'ils possèdent de fortes aptitudes de soutien. Noël lui répond qu'elle a raison, mais que les capacités d'un bavard sont bien plus complexes que cela. Par exemple, Noël peut utiliser la commande d'assaut pour rendre ses coéquipiers suffisamment forts pour mettre fin à un combat en un seul coup. Mais s'il l'utilise au mauvais moment, tout son groupe risque d'être anéanti. C'est pourquoi il doit être conscient de tout ce qui se passe pendant le combat et utiliser ses compétences en conséquence pour obtenir le meilleur résultat. Cependant, il y a un inconvénient en tant que bavard, il ne peut pas utiliser de buff sur lui-même, il n'est donc pas censé pouvoir se battre. Bien sûr, cela ne l'a pas empêché jusqu'à présent. Pour commencer son entraînement, Noël explique à Alma qu'il veut qu'elle capture un monstre dans ses bois, et que même s'il n'est pas aussi dangereux que ceux des abysses, il représente une menace suffisamment importante pour être éliminé. Il lui parle des lapins tueurs et Alma les trouve très mignons, mais Noël lui rappelle que ces choses sont toujours dangereuses. Il veut qu'elle attrape un lapin tueur avec l'un de ses buffs actifs sur elle et Alma pense que cela devrait être facile, mais elle dit qu'elle n'a pas besoin de l'aide de Noël pour le faire. Il est vrai qu'Alma est parfaitement capable de le faire seule, mais ce n'est pas pour cela qu'il veut qu'elle utilise l'un de ses buffs. Elle pense peut-être qu'un buff ne fera que la rendre plus forte, mais il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir l'utiliser efficacement. Par exemple, Alma possède une compétence appelée Axel qui double sa vitesse, et qui s'accumule, ce qui lui permet de l'utiliser consécutivement jusqu'à 5 fois.
Cependant, elle ne peut pas l'utiliser à pleine puissance dès le départ, car la vitesse accrue lui aurait brisé les os et déchiré les muscles. Et ce n'est qu'avec ses propres compétences. Alors imaginez ce qui se passerait si elle recevait en plus un buffle de Noël. Elle doit entraîner son corps pour qu'il puisse s'adapter à la pression exercée par le buffle de Noël. Alors ils sont ici pour tester sa capacité à le supporter. L'ancien groupe de Noël était talentueux, mais il leur a fallu 6 mois avant de pouvoir utiliser efficacement ces buffs. Alors la performance d'Alma déterminera s'ils continueront à former une équipe ou non. Alma lui dit qu'elle peut faire face à tout ce qu'il a prévu. Alors Noël lui demande si elle sent des lapins tueurs dans les environs. Il y a des lapins dans la zone en ce moment, alors Noël active sa compétence tacticien et demande à Alma d'utiliser sa compétence accélération au maximum. Tant qu'elle suit ses ordres, sa capacité aura un effet plus fort, et pour réussir son test, tout ce qu'elle doit faire est de capturer un des lapins et de le lui ramener dans les 10 secondes. Alma active sa compétence d'accélération et, en un clin d'œil, elle a déjà parcouru la moitié de la forêt pour attraper des lapins. Elle est étonnée de voir à quel point elle est plus rapide que la normale, et avant que les 10 secondes ne soient écoulées, elle revient vers Noël avec les 13 lapins. Noël est surpris qu'elle ait réussi à tous les attraper. Non seulement elle a pu utiliser les buffs facilement, mais elle l'a fait en l'espace de 8 secondes. D'après ce qu'il a vu, Noël est sûr qu'elle n'a pas besoin d'entraînement supplémentaire. Il suggère donc qu'ils prennent leur premier travail en tant que groupe, et il a déjà le parfait en tête. Il a reçu une lettre d'un ancien clan il y a quelque temps, qui indique qu'une bande de voleurs a attaqué le village de Mintz, et Noël et Alma vont donc s'en occuper. Ils voyageront en diligence, et Alma trouve que c'est très amusant parce qu'elle n'en a jamais conduit auparavant. Le voyage s'annonce long et ennuyeux, alors Noël dit qu'il va lui parler du travail qu'un sourcier peut accomplir. Les sourciers ne sont pas limités aux quêtes dans les abysses. Ils peuvent aussi chasser des monstres, des criminels, des trésors et même des terres mystiques. Le gang de voleurs qu'ils sont en train d'affronter ne poserait normalement pas de problème au seigneur local, mais avec toute la bureaucratie, le village aurait été détruit avant qu'une aide officielle n'arrive. C'est pourquoi il a été engagé pour aider, bien que le village soit assez pauvre. Noël ne s'attend pas à recevoir une grande récompense, mais ce sera une bonne occasion de voir comment Alma se débrouille en combat réel. Après un long voyage en carrosse, ils arrivent dans la ville du Dora et Alma a les fesses raides à force d'être assise, elle ne veut plus jamais avoir à s'asseoir dans un tel véhicule. Pour l'instant, Noël leur propose de trouver une auberge pour la nuit, mais partout où ils vont, toutes les chambres sont réservées, si bien qu'ils finissent par devoir partager une chambre simple parce que c'est tout ce qui est disponible. Noël dit à Alma qu'il dormira par terre pour qu'elle puisse prendre le lit si elle le souhaite, mais Alma ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas partager le lit ensemble, et elle trouve très mignon que Noël soit gêné par ce genre de choses. Noël ne veut plus en parler et s'en va prendre un bain. Pour passer le temps, Alma commence à faire des étirements, mais dès que Noël sort du bain, elle se redresse et commence à admirer ses muscles parfaitement formés. Elle trouve qu'il a un physique incroyable, mais c'est dommage qu'il ne fasse que parler, car s'il avait été un guerrier comme Overdette, il aurait pu devenir le sourcier ultime. Il a beau travailler dur, il n'arrivera jamais à surpasser ceux qui ont un talent naturel, et Alma est déçue car elle aurait aimé voir les sommets qu'il pouvait atteindre. Noël ne laisse pas ses commentaires l'atteindre et lui donne une tape sur le front pour avoir dit des choses inutiles, mais pendant qu'Alma prend son bain, il commence à réfléchir aux choses qu'elle a dites parce qu'il sait qu'elle a raison. Il voulait plus que tout devenir un guerrier comme son grand-père, mais la vie ne lui a pas donné ce qu'il voulait et il doit donc se contenter de la classe qu'il a reçue. Lorsqu'ils arrivent enfin au village, le chef sort pour accueillir le groupe, mais il est un peu surpris de voir qu'ils ne sont que 2. Noël explique que les autres membres du groupe ont dû quitter le groupe pour diverses raisons, sans parler du fait qu'il les a vendus. Quoi qu'il en soit, le groupe Blue Beyond se compose désormais uniquement de Noël et d'Alma. Noël assure au chef qu'à eux deux, ils sont tout à fait capables de s'occuper de quelques voleurs. Ils s'assoient tous pour une réunion dans le salon du chef et Noël remarque que la fille du chef le regarde derrière un rideau, alors il lui dit bonjour, mais la fille se cache immédiatement de lui. Le chef s'excuse auprès de Noël pour l'impolitesse de sa fille et lui explique qu'elle était en fait très impatiente de le voir, mais Noël veut juste parler des détails de la mission que le chef lui a confiée. D'après la lettre que Noël a reçue, il y a une bande d'une vingtaine de voleurs dans la région et ils ont déjà attaqué l'un des villages voisins, alors ce village pourrait être leur prochaine cible. Il demande s'il y a des indices sur l'emplacement de la base des voleurs, et le chef a effectivement réussi à la repérer. Les voleurs se trouvent dans la clairière rocheuse à l'est de la forêt et avec les informations fournies, Noël ne devrait pas avoir de mal à les localiser, mais avant d'y aller, il veut discuter de la compensation. La lettre du chef proposait 200 000 à l'avance et 300 000 une fois le travail accompli, mais avant même que Noël ait fini de parler, la femme du chef apporte les 200 000 à l'avance, et le chef promet de payer le reste une fois la quête accomplie. Noël est très surpris, car il s'attendait à ce qu'il commence à négocier le prix, et d'après les pièces dans le sac, il semble que le chef ait à peine réussi à rassembler cet argent, il doit donc être vraiment désespéré. Puisqu'il a reçu le paiement initial, Noël et Alma partent accomplir la mission. Mais pendant qu'ils marchent, Alma dit à Noël que le chef a regardé son décolleté pendant toute la durée de leur conversation,
et qu'il a fait devant sa femme et sa fille, ce qui fait qu'elle n'a pas une très bonne opinion de lui. À ce moment-là, la fille du chef du village arrive en courant derrière eux et veut parler à Noël, car elle était trop nerveuse pour le faire à la maison. Elle lui montre son jouet, et Noël reconnaît qu'il s'agit de celui qu'il lui a offert la dernière fois qu'il est venu dans ce village. La jeune fille l'a toujours gardé et le chérit plus que tout parce qu'elle aime beaucoup Noël. Elle n'a pas grand-chose d'autre à dire, mais elle promet de lui préparer quelque chose de délicieux à son retour de mission, et Noël dit qu'il s'en réjouit. Alma trouve l'interaction très drôle, car Noël semble avoir un côté gentil, mais il ne veut pas l'entendre de sa bouche. Plus tard dans la nuit, ils arrivent enfin au camp des voleurs, et Noël ne comprend pas pourquoi le chef pensait qu'il n'était que 20, car le nombre de voleurs ici est bien supérieur à 40. Il identifie rapidement le chef du groupe, et le type lui semble terriblement familier, si bien que Noël comprend rapidement qu'il s'agit de Gourdo la lame de rasoir. Sa tête est mise à prix pour 2 millions de livres, mais c'est aussi un éclaireur de haut rang. Alors il demande à Alma si elle est sûre de pouvoir le battre. Alma est sûre qu'elle pourrait gagner si c'était un vrai face-à-face, mais pas vraiment si elle doit faire face à tous les sbires de Gourdo en même temps. Noël s'attendait à cette réponse, alors il dit qu'il a un plan pour s'occuper de tous les hommes de main. Alma est surprise que Noël ait l'intention de se battre avec elle, car s'il s'approche plus qu'il ne le fait déjà, les bandits pourront le détecter, bien qu'Alma puisse s'approcher autant qu'elle le souhaite car elle possède une compétence de furtivité. Noël lui dit d'arrêter de parler et de se concentrer sur ses instructions. Elle fait donc ce qu'on lui dit et saute dans le camp avec sa compétence de furtivité active. Noël et Alma parviennent à maintenir la communication grâce à l'une des compétences de Noël, Link, qui lui permet de partager ses pensées avec ses coéquipiers. Alma arrive bientôt à la tente de Gourdo et informe Noël qu'elle est à portée de main. Noël utilise alors hurlement d'étourdissement, gelant temporairement tout le camp. Dès que tout le monde est sonné, Noël ordonne à Alma de tuer Gourdo. Grâce à sa quintuple accélération, elle fonce dans la tente et le poignarde en plein cœur. Maintenant que Gourdo est mort, il ne reste plus qu'à s'occuper des bandits restants. Noël ordonne donc à Alma de les occuper jusqu'à ce qu'ils puissent descendre, et elle commence à massacrer les soldats qui se trouvent à proximité. En descendant la colline, Noël remarque qu'Alma semble s'amuser un peu trop, et que ses tendances meurtrières pourraient lui poser problème un jour, mais ce jour n'est pas arrivé, alors il la rejoint au combat et utilise sa balle de feu pour réduire en cendres le reste des voleurs. Une fois la mission terminée, ils rentrent tous les deux au village et sont accueillis par le chef du village, qui se réjouit de les voir en vie. Il s'enquiert de la situation des voleurs et Noël l'informe qu'ils ont tous été éliminés, offrant la tête de leur chef comme preuve, mais le chef du village dit qu'il n'a pas besoin de voir la tête coupée. La mission étant terminée, Noël demande le reste de son paiement et le chef lui répond qu'il le lui donnera, mais il l'invitait d'abord à dîner avec eux car sa fille, Chelsea, l'attendait avec impatience. Alors que Noël et Alma s'assoient avec la famille, le chef raconte à Noël que Chelsea a récemment été évaluée en tant qu'épéiste, et Chelsea demande à Noël s'il pense qu'elle peut devenir un sourcier comme lui. Noël lui répond que n'importe qui peut devenir un sourcier, bien qu'il y ait généralement un camp d'entraînement où il faut aller pour apprendre les ficelles du métier, mais Chelsea peut aussi travailler comme support pour un sourcier établi et acquérir de l'expérience de cette façon. Mais pendant qu'il dit cela, le chef et sa femme ont un regard qui indique qu'il ne prépare rien de bon. Un peu plus tard, Chelsea demande à Noël s'il l'autorisera à rejoindre son groupe si elle devient un sourcier puissant à l'avenir. Noël répond que si elle devient puissante dans le futur et qu'elle l'admire toujours, il sera plus qu'heureux de l'accepter dans son groupe et Chelsea est vraiment excitée d'entendre cela. À ce moment-là, le chef et sa femme reviennent dans le salon avec une bouteille de vin et il dit qu'il veut faire la fête, alors il verse un verre de son vin très cher à Noël et à Alma. Cependant, après avoir examiné le vin, Noël dit qu'il ne peut pas boire la première gorgée d'un vin de si grande qualité et il insiste pour que le chef boive la première gorgée. Le chef commence à paniquer et essaie d'inventer une excuse pour expliquer pourquoi il ne peut pas le boire, mais Noël insiste toujours pour qu'il boive le vin en premier parce qu'il sait que le chef l'a empoisonné. Le chef tente de nier avoir empoisonné le vin, mais Noël a de nombreuses raisons de l'accuser. Premièrement, le chef a clairement menti en disant qu'il n'y avait que 20 voleurs pour qu'il n'ait pas à payer autant et quelqu'un qui ferait cela n'ouvrirait jamais une bouteille de vin aussi chère pour des invités. Deuxièmement, le vin n'est même pas cher. Noël peut dire à l'odeur qu'il s'agit du vin le moins cher possible et qu'il a été ouvert il y a longtemps, et enfin, une nette soif de sang émane du chef et de sa femme depuis qu'ils ont sorti cette bouteille de vin. Alma traite l'homme de stupide pour avoir cru qu'il se laisserait prendre à une tentative de meurtre aussi évidente, et le poison n'aurait de toute façon pas fonctionné puisqu'Alma est immunisée contre toutes sortes de poisons. Le chef se met en colère et affirme qu'ils n'ont aucune preuve, mais s'il nie toujours avoir empoisonné le vin, alors Noël dit qu'il ne devrait pas avoir de problème à le boire. Le chef du village pique une crise et crie à Noël de quitter son village immédiatement. Mais Noël utilise sa compétence confession sur lui et force le chef à admettre qu'il avait l'intention de les empoisonner pour ne pas avoir à payer Noël, puis de voler tout leur argent et leur équipement. Chelsea n'arrive pas à croire que son père a vraiment essayé de tuer Noël.
Mais maintenant que Noël a entendu la confession, il se lève immédiatement et poignarde le chef dans l'œil avec son pouce. Le chef hurle de douleur, mais Noël est loin d'avoir fini car il va lui arracher l'autre œil, puis le nez et enfin la langue. Le chef le supplie de lui pardonner, mais le pardon est la dernière chose que Noël lui accorderait, surtout pas à quelqu'un qui a essayé de le tuer. Il dit au chef que s'il veut survivre, il devra donner à Noël jusqu'au dernier centime qu'il possède. Le chef supplie Noël de ne pas prendre son argent parce qu'il a des dettes à rembourser et que la famille mafieuse Gambino lui fera des choses terribles s'il manque un paiement, et c'est triste et tout, mais Noël a-t-il l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Il est sur le point de s'exécuter, mais à la dernière seconde, Chelsea sort le sac avec tout l'argent qu'ils ont dans la maison, soit environ 800 000, et elle dit à Noël qu'il peut l'avoir, et qu'il n'a qu'à laisser son père s'en aller. Le chef lui crie dessus parce que s'ils perdent cet argent, la famille Gambino pourrait les tuer, mais si Chelsea ne donne pas cet argent à Noël, alors Noël va certainement tuer le chef tout de suite. Noël accepte l'argent et après s'être assuré qu'il y en a assez, il dit à Alma qu'ils partent. Mais alors qu'ils partent, Chelsea maudit Noël et tous les autres sourciers pour ce qu'il a fait, ce qui lui fait un peu mal puisqu'elle l'admirait il y a quelques minutes, mais c'est comme ça. Alors que Noël et Alma s'éloignent, Alma demande à Noël s'il est d'accord avec la façon dont les choses se sont terminées, mais il a son argent, et le chef était celui qui avait tort, alors il peut vivre avec le fait d'être détesté pour son impitoyabilité. Un peu plus tard, il voit un dirigeable passer au-dessus d'eux, et Noël reconnaît à l'insigne sur le fond qu'il appartient au clan de la chèvre, l'insigne à 3 étoiles. Alma trouve ça cool, mais elle ne sait pas vraiment ce que signifie Regalia. Noël lui explique alors que cela signifie que le clan a été reconnu par l'Empire. Il y a actuellement 7 étoiles de Regalia et elles ne sont pas toutes égales car il y a différents niveaux de force entre elles. Les 4 derniers sont en bas de l'échelle, le 3e et le 2e sont relativement égaux, mais seul le clan le plus puissant obtient le titre de Regalia à 1 étoile. L'un des avantages d'être reconnu comme Regalia est qu'il donne droit à son propre dirigeable, et les sourciers qui parviennent à obtenir ce titre sont les meilleurs en termes de force, d'intelligence, de richesse et d'expérience. Noël a déjà décidé que l'année prochaine, à la même époque, il sera assez fort pour être reconnu comme un Regalia. En voyant la détermination dans les yeux de Noël, Alma repense au jour où elle a été rejetée par la société des assassins. Elle a demandé à Simone si elle avait fait assez bien et Simone lui a répondu que ses prouesses au combat étaient effectivement extraordinaires, mais que cela ne signifiait pas qu'elle était acceptée. Il lui demande si c'est Alma qui a tué Alcor, l'ancien chef de l'association des assassins, et elle lui répond que c'est elle. Même s'il était le dieu des assassins, il est devenu une cible facile dans sa folie. Alcor était un homme vraiment terrifiant, mais il n'a jamais pu vaincre Overdette et se fait à ronger son esprit jusqu'à le rendre fou. Alma est en fait la fille d'Alcor et d'une femme qui l'a kidnappée, et elle n'était pas la seule non plus. Alcor avait beaucoup d'enfants, mais il ne voulait pas élever un enfant, il voulait élever un assassin qui pourrait devenir son successeur, alors il a forcé tous ses enfants à se battre entre eux jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'Alma soit la seule à rester en vie. Simone comprend la situation qui a conduit Alma à devenir ainsi, mais elle n'est tout simplement pas faite pour la société des assassins. Alma n'arrive pas à croire qu'on la rejette alors qu'elle a réussi le test, mais Simone lui dit que la force physique n'est pas le seul critère. C'est 21 ans de sa vie qui ont été gâchés, alors qu'est-ce qu'elle est censée faire maintenant? Il lui dit qu'elle est libre de vivre sa vie comme elle l'entend, mais si elle cherche quelque chose à faire, il l'informe que le petit-fils d'Overdette est lui aussi un sourcier, et que même s'il n'est qu'un bavard, il est tout de même très fort. Si elle est intriguée, elle doit se rendre à Eltria si elle veut le rencontrer. C'est exactement ce qu'a fait Alma et elle en est très heureuse, car elle a trouvé un nouveau but dans la vie et jure de se battre aux côtés de Noël pour toujours. C'est ainsi que se termine l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.